Bonjour, c'est Aline du site des livres pour cheminer et bienvenue dans le 10e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose un invité un peu différent de notre habitude. Il n'est pas bibliothérapeute, il n'est pas auteur, il est marketeur. Alors je vous vois ouvrir de grands yeux, mais n'ayez pas peur, nous allons découvrir avec lui comment même le marketing a quelque chose à nous apporter dans notre pratique de la lecture et dans toutes sortes de situations de la vie. Ça peut changer positivement le regard que l'autre porte sur nous, modifier l'énergie qu'on dégage dans une interaction par exemple. Il s'agit en fait de développer une attitude différente et de diriger nos pensées pour formuler une intention, car tout est une question d'intention. Alors bonjour Bertrand, merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de podcast, ça fait vraiment plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Aline. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Bon, Euh, génial. Écoute, je pense que dans mon audience, il y a très peu de gens qui te connaissent. Donc, Mhm. est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les différentes étapes de ton parcours? Donc, il me semble que tu es consultant en marketing, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, ou le diable, on peut appeler ça les deux, on a le droit. Pour les gens qui connaissent pas, effectivement, c'est bien possible. Mais il me semble qu'à part ça, tu as toutes sortes de casquettes et de compétences qui t'ont permis de développer une approche du marketing particulière. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours que tu as? Mais en fait, oui, alors le parcours au départ, c'est un parcours simple, c'est le parcours de quelqu'un qui en fait était terrorisé par le fait d'avoir un métier quand il était petit. Moi, ça me faisait juste flipper. Et donc, derrière, au fur et à mesure, j'ai développé des moyens de jamais avoir l'impression de travailler et donc de toujours être en combine en permanence et puis de combine en combine. Quand tu fais une combine sur un peu plus long terme que simplement quelques jours, en fait, on se rend compte qu'on appelle ça un business et que après, j'ai juste mis on va dire des processus, j'ai juste mis un peu de légalité dans ce que je faisais, donc je faisais rien d'illégal, mais simplement j'ai mis un peu d'administratif là-dedans, et c'est devenu un business. Et en fait, j'ai tellement pris goût à cette façon de vivre, c'est-à-dire celle de générer mes propres revenus, que c'est resté assez jeune en fait, et donc je me suis baladé de business en business, et les pérégrinations de ma vie, la curiosité que j'avais pour la vie, ont fait que au bout d'un moment, je me suis dit, ben tiens, qu'est-ce que ça donnerait si j'allais me tourner vers l'hypnose, vers le développement personnel, etc., etc. Donc ça, au départ, c'était vraiment un chemin de vie. Et puis, comme beaucoup de choses, une fois que j'ai goûté à ça, j'ai eu qu'une envie, c'était de le faire professionnellement. Et Mhm. donc, j'en ai développé une vraie activité. Et donc, je suis devenu enseignant en hypnose très rapidement, donc dans une forme d'hypnose un peu particulière qui est l'hypnose instantanée et rapide. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai jamais été hypnothérapeute et je ne l'ai jamais enseigné non plus. J'ai toujours été hypnotiseur parce que très rapidement j'ai senti que l'hypnose pouvait amener sur d'autres chemins que simplement le spectacle ou la thérapie. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai développé, on va dire, deux branches un peu perso de l'hypnose, qui était l'une, l'hypnose au service de l'apprentissage, et Ok. l'autre, l'hypnose au service de tout ce qui est influence et discours. On pourrait regrouper ça sur tout ce qui est discours marketing et discours commercial. Et c'est comme ça que petit à petit, cette approche du marketing s'est développée. Et puis, ce qui a été on va dire le moment vraiment déclencheur, le moment où tout a changé, c'est quand je suis passé sur Internet en 2015. Et là, en fait, sur Internet, tu es dans une obligation d'exceller en marketing si tu veux t'en sortir, parce que tu es juste un point sur la carte parmi des milliards d'autres points. Et donc, si tu veux espérer vivre de ce que tu fais, c'est pas comme dans un business en dur où l'endroit géographique plus ta capacité à expliquer les choses de façon sympa quand tu es en relation directe avec les gens, eh bien ça fonctionne, puisque sur le web, t'as pas ces deux atouts-là. Sur le web, tu n'as que quelques pages pour être obligé de donner envie aux gens d'eux. Et c'est là que d'un seul coup, j'ai été obligé de muscler encore mes compétences de marketeur, et à force, c'est devenu mon activité centrale. Ok, génial. Euh,
Bon, du coup, je pense que dans mon audience, on est très peu à connaître le marketing, on est plutôt néophytes sur le sujet. Euh, mais toi, tu développes une approche où on applique le marketing dans la vie quotidienne. Donc, tu m'as dit quand on a préparé cette interview que finalement, dans la vie, on est en permanence en train de se vendre et puis qu'il y a toutes sortes de Complètement. clés du marketing qui peuvent nous aider en fait dans les situations du quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce concept de marketing du quotidien? Bien sûr, en fait, ça a commencé quand, à force de recevoir des retours un peu bizarres sur la perception des gens et notamment sur le marketing, où je me disais: «Mais c'est marrant, j'en ai pas du tout la même vision». Les gens voient aujourd'hui le marketing comme une espèce de sorcellerie, totalement, malhonnête, qui consisterait à faire en sorte de faire acheter n'importe quoi à n'importe qui, et j'entends qu'on puisse totalement avoir cette vision-là, Mhm. mais plus moi je le pratiquais et plus je voyais qu'en fait, le marketing, c'est juste une forme de pédagogie du quotidien, et c'est être pédagogue simplement de façon choisie. Et donc, derrière, quand j'ai commencé à appliquer cette approche pédagogique au marketing, et notamment en m'aidant justement de l'hypnose et d'autres formes de psychologie appliquée, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait s'appliquer à n'importe quoi dans la vie et que finalement, on est un petit peu toujours en mode marketing. Et c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, si le matin, tu choisis ta tenue avec soin en te demandant qui tu vas rencontrer et donc quelle est la tenue la plus appropriée par rapport à ça, tu es dans une forme de marketing. Mhm. Puisqu'en fait, tu es dans une forme de démonstration de toi-même pour te vendre. Alors évidemment, il y aura sûrement pas d'échange d'argent, ou alors si on a, c'est un métier, on appelle ça le plus vieux, chacun fait ce qu'il veut, il y a vraiment pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où tu vas te demander comment ta tenue vestimentaire, comment ton comportement va influer sur l'autre et notamment sur ce qu'il pense de toi ou sur une décision qu'il a à prendre, alors tu es dans l'équivalent de ce qu'on appellerait dans un contexte de business du marketing. Mhm. Sauf que ailleurs, on va appeler ça de la séduction, on va appeler ça de la bienséance, on va appeler ça j'en sais rien, moi, de la politesse ou n'importe quoi. Mais en marketing, on appelle ça juste du marketing. Et un autre exemple, c'est par exemple en tant que parent. Moi, c'est un exemple que j'aime beaucoup, mais en tant que parent, si tu essayes de vendre à tes enfants le fait qu'il faut que des tartines blindées de Nutella, eh bien, pour lui vendre ce concept-là, si tu acceptes de faire l'analogie, tu es dans c'est-à-dire que tu essaies de passer une idée, et on appellerait ça pédagogie parce qu'on est avec des enfants, mais dans un autre contexte, tu serais juste en train de passer une idée, de vendre une idée à quelqu'un d'autre. Et pour ça, tu vas user de stratagèmes, de métaphores, de promesses. Si tu manges tes haricots, alors je te promets, il se passera ça, ça, ça. Et on est dans l'équivalent de ce qu'on fait en marketing en permanence. Mhm. Alors mon concept, il était assez simple. Il est de dire, ben, si tu étais plus aguerri aux techniques qui fonctionnent en marketing, alors tu disposerais dans ta vie de tous les jours d'outils extrêmement intéressants, extrêmement utiles, une espèce de passe-partout pour prendre des chemins de traverse, des raccourcis ou des autoroutes, qui peuvent te mener là où tu as envie d'aller. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu as un outil comme ça en particulier que tu pourrais nous donner comme exemple? Bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, si, je prends, donc je vais rester dans ces exemples de la vie quotidienne, d'accord? Imaginons par exemple que, demain je veuille, je parte sur, l'histoire d'un rendez-vous amoureux, d'accord? C'est une personne, on se rencontre, vraiment pour la première fois, ça va être notre premier rendez-vous. En fait, le principe, donc je vais reprendre un exemple qui est le plus simple, mais je vais reprendre le principe de la façon de m'habiller. En gros, ce que je vais pouvoir me demander, c'est que communique ma façon de m'habiller? Et effectivement, en même temps, je vais me demander, heu, quel est le message que je veux passer, mais quel est aussi l'autre, le message qu'il a envie d'avoir? Et à partir de là, rien que dans ma façon de m'habiller, je vais pouvoir énormément de choses. Si par exemple j'accorde mes vêtements les uns avec les autres, alors je passe le message que ce rendez-vous est important pour moi et que donc pourquoi? Bah, parce que quelqu'un qui aurait pris soin de bien s'habiller, de machin, laisse entendre qu'il s'est mis une forme de, je vais mettre entre guillemets, «pression», et donc à partir de là, le truc est important pour lui, et si le truc est important pour lui, alors ça dégage un message aussi important que si tu arrives complètement débraillé, ça envoie un message qui est celui de c'est important sans être important. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut dire que qu'il faut se mettre en mode c'est important ou qu'il faut se mettre en mode ce n'est pas important. Ce que je suis en train simplement de dire, c'est qu'en prenant conscience
de l'impact que je vais avoir de l'autre côté. Et donc, à partir de là, de quelle communication j'envoie à l'autre en face, eh bien, je vais générer chez l'autre quelque chose qui soit va servir mon dessein, soit au contraire va le desservir. Et là, on va arriver tout de suite sur un sujet qui me semble central, c'est qu'il ne peut y avoir de marketing, il ne peut y avoir de stratégie sans une intention claire au départ. Mmh. Et très souvent, on se pointerait dans un rendez-vous potentiellement romantique, mais sans même trop savoir ce qu'on vient y chercher. Est-ce que je viens y chercher un coup d'un soir? Est-ce que je viens y chercher un potentiel partenaire de vie? Est-ce que je viens y passer un moment divertissant? Est-ce que je viens... Enfin bref, et aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on essaie d'abord de parler de stratégie, d'outils, avant d'avoir parlé de ce à quoi ces outils et ces stratégies s'appliquent, c'est-à-dire une intention. Et donc, le premier outil que j'irai chercher, c'est un outil qui permet de clarifier l'intention de façon très claire et qui me permet de savoir, avant d'appliquer la moindre stratégie, d'habillement, de machin, de trucs, eh bien, quelle est la stratégie à adopter justement parce que très souvent, on va adopter des stratégies qui sont géniales, qui fonctionnent très bien, mais pas du tout pour obtenir ce que nous, on est venu chercher, en fait. Mmh. Sauf que comme on a mal conscience de ce qu'on est venu chercher, eh bien, en fait, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on en obtient. Donc d'une certaine manière, c'est le fait qu'on ne se pose pas de questions avant de faire les choses pour clarifier ce qu'il y a en nous, pourquoi est-ce qu'on va faire les choses. Exactement. Et là, quand tu me parlais d'un outil, le meilleur outil que je puisse connaître par rapport à ça, c'est la communication non violente. D'ailleurs, si en CNV, des CNVistes entendaient ça, je pense qu'ils auraient envie de me mordre à la gorge, parce que la CNV n'est pas un outil, c'est un processus, et j'en suis bien conscient. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment au départ, j'irai rechercher quel est le besoin qui m'anime pour me mettre, ben, justement dans cette démarche de rendez-vous, amoureux. Mais ça pourrait être la même chose pour une recherche d'emploi, pour, monter un business ou quoi que ce soit, ça change rien. C'est quelle est la démarche qui m'anime? Et à partir de ça, une fois que j'ai éclairci cette démarche, justement, et là-dessus la CNV, je trouve que c'est l'une des approches les plus puissantes que j'ai pu, expérimenter, que j'expérimente au quotidien pour m'aider à faire ça, eh bien, je vais pouvoir déployer une stratégie qui a du sens. Et vraiment et m'assurer que ce que je vais mettre en place va m'apporter satisfaction au final. Mmh. Or, si je ne fais pas ça, je risque de déployer des génies d'outils, de machins, de trucs, mais pour terminer avec ce goût de: «Eh, c'était bien, mais il me manque un truc». Et ça, c'est un truc qu'on a tous, je crois, ressenti parfois, d'avoir été à un rendez-vous, ça s'est bien passé, mais on repart avec un truc en se disant: «Beh, je sais pas pourquoi c'est pas ça». Mais on l'a aussi ressenti avec ce job qui, au départ, semblait, extrêmement séduisant, et ça a été sympa pendant 3 à 4 semaines, peut-être 2, 3, 4 mois, mais qui, au bout d'un moment, nous laisse un goût dans la bouche en se disant: «C'est toujours pas ça». Eh bien, je pense que quand on en est dans ce genre de schéma un peu répétitif, d'avoir des satisfactions, un peu courtes comme ça, eh bien, c'est intéressant vraiment encore une fois d'aller peut-être se demander: «Est-ce qu'on a bien identifié l'intention profonde qui est derrière tout ça? Et est-ce que finalement les stratégies qu'on emploie sont pas juste, des stratégies pas du tout adaptées pour ça?» Ouais, et au fond, finalement, le fond de tout ça, c'est, est-ce qu'on se connaît ou pas? Parce que sur mon blog, j'ai proposé notamment un résumé du livre, justement, «Cessez d'être gentil, soyez vrai» sur la communication non violente. De Thomas Assembourg, oui, tout à fait. Exactement, et en fait, c'est vraiment le point de départ, c'est comprendre ses besoins, mais du coup, ça veut dire regarder en soi et faire connaissance avec soi, ce que beaucoup de gens ne font pas forcément de manière consciente et proactive. Absolument, absolument, mais c'est exactement ça, et c'est là où, alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment, au début, on est nul, mais finalement, comme dans n'importe quel apprentissage, on met des heures à trouver, le plus petit truc, mais qu'au fur et à mesure, la bonne nouvelle, c'est qu'en pratiquant, on devient excellent, et qu'au bout d'un moment, ce qui nous prenait au départ des heures pour trouver une intention d'un besoin au tout départ pour un minuscule truc, eh bien, à force, on devient des sportifs de haut niveau, et on est capable de le faire en quelques minutes à peine, ou en quelques secondes au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu de discipline au départ pour se dire: «Je vais apprendre à faire ça», mais qu'est-ce que ça fait gagner du temps ensuite dans la vie? Parce que c'est au bout d'un moment, je vais pas dire l'assurance, ce serait un peu trop extrême, mais en tout cas, c'est une excellente école pour, ne plus déployer des tonnes d'énergie, de temps et voire même d'argent dans des projets qui, au final, n'apportent pas une satisfaction profonde, dans notre vie. Ouais, absolument.
Et quand on a parlé d'intention ensemble pour préparer cette interview, tu m'as dit qu'au fond, ça pouvait aussi s'appliquer à la lecture. Euh, Absolument, Développe-nous un petit peu absolument. ça. Ça, c'est vraiment le cœur du truc pour moi qui est bibliothérapeute. Ben en fait, par exemple, moi, le marketing, je vais prendre le marketing, mais c'est un métier de créativité. D'accord? Mais ce que je vais dire va s'appliquer à absolument n'importe quoi. On pourrait l'appliquer à des problèmes de couple, n'importe quoi. Et en fait, un exercice que j'aime beaucoup, c'est avant de lire un bouquin, c'est de poser 3 questions au bouquin. En me Mhm, disant, par exemple, je vais lire, bon, Thomas d'Assembourg, ça sert à ça c'est juste un peu trop évident. Mais imaginons que demain, je décide de lire, le dernier, Guillaume Musso mhm, ou le dernier Dan Brown, qui sont des livres qui, pour le coup, par rapport aux questions que je vais poser, sont totalement incongrus. Par exemple, je vais demander, en lisant Dan Brown, je vais peut-être écrire, trouver, trouver le chemin marketing pour tel client, trouver une idée de publicité pour tel client. Et à la base, le livre n'est pas du tout fait pour répondre à cette question. mhm. Mais en commençant, c'est la question donc que je vais poser au livre, donc je vais le poser sous forme de question. Quelle pub devrais-je faire pour tel client? Et là, je vais me mettre à lire. Mais ce qui va être intéressant, c'est que j'ai programmé mon cerveau à utiliser les différents éléments apportés par le livre, que je ne connais absolument pas, qui n'ont absolument rien à voir avec ben, le marketing ou quoi que ce soit. Mais mon cerveau, je l'ai programmé en fait à faire des liens et des passerelles qui vont faire que, à un moment, il est extrêmement probable que boum, je sois frappé par ça, que je sois totalement bousculé par une idée, en faisant des associations d'idées, et d'un seul coup, boum, hop là, ça y est, oh, j'ai mon idée, j'ai ma pub, j'arrête tout, je vais créer ma pub, et puis voilà, je reprends mon Dan Brown après. Et en fait, cette façon de lire, cette lecture je la trouve extrêmement intéressante parce que ça fait partie de ce qu'on peut appeler le processus créatif, mais c'est aussi donner une vraie intention à sa lecture et donc finalement, c'est donner encore plus de sens à une activité qui pourrait être simplement récréative. Ouais. Et puis bon, ça s'applique à trouver une idée de pub, mais ça peut s'appliquer à j'ai un blocage ou un obstacle dans ma vie. Qu'est-ce que je peux trouver pour faire bouger cet obstacle ou pour faire bouger la position dans laquelle je me trouve ou des choses comme ça. Absolument. Absolument, absolument. Ce que tu dis est totalement vrai. C'est que, comme je disais au départ, ce n'est pas juste applicable au marketing, c'est vraiment applicable à finalement n'importe quoi. Et à partir du moment où on lance ça, en fait, on va lancer simplement une des fonctions les plus intéressantes de notre cerveau, qui est celle de créer, qui est la créativité. Et là, on dispose, grâce à la lecture, mais de ressources sans fond, sans fin. Et j'ai même envie de donner un conseil un petit peu pour aller plus loin, c'est éviter de prendre des livres qui traitent trop directement de la question à laquelle vous voulez répondre. Ouais, ouais, ouais. Prenez des livres qui n'ont rien à voir et vous aurez des réponses encore plus riches, je trouve. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu lis le livre de Thomas Assembourg et que la question c'est comment être plus authentique, plus vrai, le chemin est beaucoup moins intéressant que si tu fais ça en lisant le dernier Astérix, quoi. Mhm, mhm. Ouais, tout à fait. Et donc concrètement, comment est-ce que si une personne qui nous écoute se dit OK, j'aimerais lire de cette manière, développer mon intention, concrètement, donc tu parlais de se poser des questions avant la lecture. Ouais. Est-ce que tu as d'autres trucs comme ça à appliquer pour que ce processus ait lieu? Bien sûr. Alors la première chose, c'est déjà de les écrire, ces questions. On va les écrire. Alors pour ceux qui aiment pas écrire sur les livres, on les écrit à côté, puis on met, le marque-page quelque part et pour les autres, bah, on écrit directement sur le livre. Ce qui est important, c'est que ce soit écrit, mais que ce ne soit pas, visible en permanence. C'est-à-dire que le but, c'est pas de les avoir sous les yeux en permanence. Notre cerveau sait que c'est ce qu'on recherche. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est de commencer peut-être par, hem, lire la table des matières et effeuiller le bouquin. Parce que Ok. là, on va choper quelques phrases, quelques mots et c'est un petit peu quand on se fait tirer les cartes, on va trouver de la signification à ces quelques phrases, ces quelques mots qu'on va effleurer et ça lance quand même déjà des pistes de réflexion assez énormes et ça, c'est un outil supplémentaire, c'est vraiment cet effeuillage du départ et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est, une fois qu'on a donc parcouru le livre en entier, ça va être de revenir à ces questions de départ et non pas de chercher à y répondre aux questions parce que logiquement, on a déjà plein de réponses qui sont venues, mais de se demander comment la question est transformée maintenant. C'est-à-dire que si au départ,
ma question était comment être plus authentique en couple, par exemple, doucement, il est intéressant de voir comment la question se sera transformée. Elle peut devenir, bien, comment oser dire à mon compagnon ou à ma compagne ce truc-là bien précis que je n'ose pas lui dire depuis des mois. Et que simplement, en fait, le fait de re-questionner ma propre question me permet de faire un pas supplémentaire et donc à la fin d'un bouquin, reprendre les questions qu'on avait posées au départ et re-questionner ces questions et se demander ce qu'elles sont devenues, c'est un moyen de continuer à avancer. Mhm. Ouais, génial. Euh, Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres éléments du marketing qu'on pourrait appliquer à la lecture ou au fait de prendre soin de soi? Bien sûr, bien sûr. Dans le marketing, un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait de chercher le triple gagnant. Dans le fait de prendre soin de soi, pour moi, le triple gagnant est intéressant. Et là, le triple gagnant, on va se dire que dans la lecture, c'est une activité qui est effectivement normalement solitaire, normalement. Mhm. En tout cas, il y a d'autres façons de lire, on peut lire à plusieurs, mais c'est que dedans, on peut se dire: «Et comment est-ce que je pourrais faire en sorte de qu'il y ait un triple gagnant?» Donc le triple gagnant, pour m'expliquer, c'est que quand je vais faire une offre marketing, ce que je veux évidemment, c'est que l'autre gagne. Mais ce que je veux aussi, c'est que je gagne. Parce que je trouve qu'on a une vision de la générosité et du don qui est un petit peu trop sacrificielle et un petit peu trop dans le dénuement, en disant: «Il n'y a de vrai don que si moi je perds quelque chose». Mhm. Or, moi j'aime à croire que les meilleurs dons, ceux qui peuvent durer le plus longtemps et s'inscrire dans une démarche long terme, ce sont les dons dans lesquels chacun va gagner. Or, dans la lecture, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de se dire comment donc et donc ça, pardon, excuse-moi, si je prends ça, donc le premier gagnant, c'est moi, le second gagnant, c'est l'autre et le troisième gagnant, c'est le nous. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que notre alliance gagne. Mhm. Eh bien, je trouve que dans la lecture, et c'est une habitude que j'ai pris depuis des années, ce qui est intéressant dans une première façon de penser comme ça, c'est de se dire déjà, en lisant mon bouquin, je peux me demander immédiatement à qui je peux l'offrir. Mhm. Et personnellement, par exemple, je n'accumule pas les bouquins. J'ai pas la possibilité de faire ça parce que je suis toujours en voyage. Et donc, une habitude que j'ai, c'est qu'une fois que j'ai terminé un bouquin, pendant que je suis en train de le lire, je me dis tout de suite, ce bouquin, je vais l'offrir à un tel. Et D'accord. dans l'idée, moi, ce que ça m'apporte, ben, c'est le fait que ça me permet de ne pas m'encombrer, vu que ça fait partie de mon style de vie. Ce que ça apporte à l'autre, eh bien, évidemment, c'est que le fait qu'à un moment donné, ben, logiquement, j'ai pas choisi la personne au hasard. Et ce que ça apporte à notre relation, ben, à nouveau, c'est une espèce d'invitation à l'aide mutuelle en se disant: «J'ai pensé à toi» et évidemment, sans jamais avoir à le réclamer, ça ouvre le fait à dire: «Bah, si à un moment donné, tu penses à moi, n'hésite pas». Ouais. Et donc, d'être un petit peu dans ce truc-là, c'est une habitude que j'ai prise. Eh bien, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça donnait une dimension extrêmement intéressante aux relations que j'avais et évident. Tu vois, offrir ça à mon frère ou à ma mère, c'est bien, mais c'est pas à ces gens-là que je pense en priorité. Ce sont des contacts un petit peu plus éloignés, parce que je trouve qu'offrir un livre qu'on a lu avec une pensée profonde pour quelqu'un, c'est rentrer dans un domaine très intime, parce que le livre nous amène dans des facettes tellement intimes de nous-mêmes, vu qu'on est seul face à nous-mêmes, que offrir un bouquin à l'autre au moment où il va vivre cette expérience d'intimité avec le bouquin venant de moi et étant lu sur ma recommandation et en plus avec une petite prescription en disant je t'offre ce bouquin parce que, Mhm. eh bien ça va m'emmener dans l'intimité chez l'autre, dans la sphère intime de l'autre, même si je ne suis pas là. Et ça, en marketing, c'est extrêmement intéressant, mais c'est aussi extrêmement intéressant pour tous les gens qui sont sensibles à la loi de l'attraction et à ce genre de choses. Ouais, absolument. Ouais, puis c'est très beau l'idée de d'être passeur de livres comme ça, et de que le livre continue sa vie avec quelqu'un d'autre ensuite. C'est chouette, je trouve. Et alors après, comme au bout d'un moment, j'étais en voyage et puis que parfois, ben, je me retrouvais dans des pays où j'avais des bouquins, mais je pouvais pas les transporter avec moi, mais je connaissais personne. Euh, un truc que j'aime faire aussi, c'est laisser le bouquin quelque part, mais avec une note dedans, en Ouais, disant, ouais, ouais. si tu trouves ce bouquin et que, en gros, tu es dans tel et tel état d'esprit et que tu cherches tel et tel truc, lis-le. Mhm. Et en fait, c'est un petit peu moi qui donnais la consigne de lecture aux gens en me disant, bah, on verra ce que ça se passe. Et à la fin, autour de la dernière page, il y avait marqué, en gros, maintenant, c'est à toi de le passer, en fait. C'est simplement, maintenant que tu l'as lu, je t'invite à le passer à quelqu'un d'autre pour qui ça fait sens pour toi. Ouais. Et en gros, je m'étais amusé à faire ça un maximum. Alors, je le fais pas tous les jours parce que je vais alterner entre
bouquins numériques, bouquins physiques. Et quand j'ai des bouquins physiques, en revanche, c'est très souvent quelque chose que je fais. Mhm. Et tu utilises beaucoup les livres audio ou les livres numériques? Alors, audio, très peu, très très peu, parce que j'aime vraiment. En fait, ce que j'aime dans la lecture, je fais partie des adeptes de la lecture rapide. Donc, je suis très entraîné à la lecture rapide, D'accord. et donc je peux dévorer un bouquin à une vitesse grand V. Or, je trouve que l'audio me limite à la voix de la personne qui parle, et pour moi, c'est pas toujours très agréable. Donc, je suis très 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 fan de livres numériques. Par contre, ça, oui, c'est vraiment comme ça que je lis. Alors, je lis deux types de livres numériques. Je lis soit des bandes dessinées, et là, D'accord. j'en ai mais à foison. Mhm. La deuxième chose, je vais lire des livres plutôt techniques, des essais sur tout ce qui va être soit monde du business, monde du marketing, etc. Souvent, ça va être en numérique, en version numérique, parce que ce sont des livres outils que j'aime avoir et garder. Mais dès qu'on va être dans des choses type roman, type divertissement, là, par contre, là, je vais vraiment, vraiment avoir du format papier et me régaler beaucoup plus d'un format papier, ne serait-ce que pour décrocher de l'écran, pour commencer. Ouais, Et puis ensuite, la deuxième chose, parce que comme ça, je sais que je pourrais le donner derrière. génial. C'est quoi le dernier livre que tu as lu et que tu as juste eu envie de donner à quelqu'un tellement il était génial et tellement il t'a plu? Alors, pareil, en format papier, je vais parler de format papier. Alors, il y en a eu plusieurs d'un seul coup. Il y avait un bouquin, alors j'en ai oublié le nom, mais c'était un bouquin russe qui... alors, c'était un bouquin russe qui se passait dans le métro. J'ai oublié le nom, ça se passait dans le métro. Enfin, c'était un monde post-apocalyptique en Russie. Donc, D'accord. c'était juste super bien. Et ça, donc ça, pareil, donc, je l'ai donné, celui-là. J'ai eu le dernier Dan Brown que j'avais beaucoup aimé, que j'avais acheté un peu de temps après sa sortie aussi, parce que je t'avoue que la série des Robert Langdon est quelque chose que j'aime beaucoup. Mhm. Et donc dès qu'il y en a un qui sort, j'essaye de les acheter assez rapidement. Et donc pareil, c'est quelque chose que j'avais donné derrière. Alors là, tu vois, là par exemple, un autre exemple, c'est que celui-là, je l'avais acheté en anglais et je l'avais donné à quelqu'un, à un de mes amis qui souhaite développer son aisance en anglais. Et tu vois, là, c'était moins pour le contenu du bouquin que pour le fait que le bouquin était en anglais et que c'était la recherche de la personne en face. Mhm. Donc tu vois, il n'y a pas toujours des choses autour du sens. Mhm. Et donc, voilà, dans les derniers que j'ai pu lire et donner, voilà ce que ce fut. Super. Alors, si on revient maintenant à ton livre, parce qu'en fait, tu sors bientôt un livre qui parle justement de marketing et de marketing du quotidien, si j'ai bien compris. Tout à fait. Explique-nous un peu ce livre, qu'est-ce qu'il y aura à l'intérieur, à qui il s'adresse, à quoi il pourra aider les gens. Bien sûr. En fait, il est basé sur le concept que je développais tout à l'heure, c'est que quand on n'a rien à vendre, c'est qu'on est en train de se vendre soi, et de se vendre pas forcément contre argent, évidemment, mais comme je disais, dans un rendez-vous amoureux, vendre une idée, vendre un concept, séduire quelqu'un, etc. Et donc, il va vraiment, en gros, se présenter comme un bouquin outil qu'on pourra garder avec soi et qu'on pourra étudier, dans lequel il y aura plusieurs parties. La première étant un petit plaidoyer en faveur du marketing quand même, pour un petit peu chasser les idées reçues, suivi de plusieurs concepts tirés de ma pratique du marketing, des concepts simples, des concepts basiques que j'explique, simplement pour qu'après on puisse mieux comprendre ce qui va suivre, parce que le reste, ce seront ce que j'appelle, donc c'est un playbook, la fin. Et le playbook, en fait, c'est tout simplement de reprendre des situations du quotidien et de voir comment les quelques outils qu'on a vus au préalable de marketing, on peut les actionner au cours de ces actions-là. Donc, on va parler d'entretien d'embauche, on va parler d'examens oraux, par exemple, pour des étudiants, on va parler de rencontres amoureuses, on va parler justement aussi de en couple, enfin vraiment, on va parler de tout un tas de situations comme ça, dans lequel on va justement voir comment est-ce que des outils marketing, alors les plus simples possibles évidemment, mais basés sur justement ces approches psychologiques, vont nous aider à vendre à l'autre un petit peu de notre réalité et à faire en sorte que on ait une meilleure oreille, une meilleure disponibilité psychologique de l'autre au moment où on énonce nos idées. Parce que je crois que le propre du marketing, c'est de faire ça. C'est de créer une fenêtre d'écoute non biaisée, non défensive chez l'autre, non pas pour lui vendre notre camelote, mais juste pour pouvoir lui dire:
ce à quoi sert vraiment ce que nous faisons pour qu'ensuite ils puissent prendre une décision la plus éclairée possible. Et je pense que cette fenêtre d'ouverture, on en rêve tous quand on est en pleine dispute avec quelqu'un dans un quiproquo où on n'est pas là pour assassiner l'autre, on n'est pas là pour lui faire passer systématiquement notre truc. On est des fois juste là pour dire mais écoute juste ma version des faits et essayons d'aller au-delà de ça. Et il y a rien de plus horrible que de se retrouver empêtré là-dedans. Eh bien ça, le but c'est de donner comme ça quelques approches, quelques stratégies issues du marketing pour justement mieux vendre ses idées au quotidien et mieux se vendre au quotidien et derrière accéder à tellement de choses auxquelles on a l'impression qu'on peut pas avoir accès dans la vie de tous les jours, que ce soit le job de ses rêves, que ce soit la personne de ses rêves, que ce soit on va dire des enfants qui écoutent davantage. Et là, on voit pas, mais avec mes doigts, je fais des guillemets pour pour faire en sorte de juste avoir un peu plus de facilité pour atteindre ce qu'on veut dans la vie de façon générale. Donc il faut pas que le terme marketing fasse peur à tes futurs lecteurs. C'est pas un livre de marketing, c'est vraiment un livre C'est du marketing de de vie soi, on pratique, pourrait quoi. dire, en fait, Mm. tu vois? C'est un petit peu ça l'idée, mais je voudrais vraiment pour moi, beaucoup de gens m'ont suggéré de supprimer le terme marketing. Or je ne veux pas. Mhm, Je mhm. veux qu'il soit là. Ça fait partie de la démarche de se dire que, marketing, c'est tout simplement l'art de faire passer une idée de la bonne façon face à une audience donnée. Ce Ouais, n'est que ça. super. Et du coup, ce livre sort quand? Est-ce que tu as une date précise? Absolument, il va sortir au printemps, heu et j'aimerais bien le faire sortir pour, en fait, j'ai vécu en Iran pendant plusieurs, années Mhm. et en Iran, le 1er avril, en fait, il y a une date, c'est pas exactement le 1er avril, mais c'est autour d'avril, ils vont fêter leur nouvel an, ça s'appelle Nowruz et j'aimerais bien que ce soit pour le nouvel an iranien. Ok, bah pourquoi pas. Voilà. Super. Bah, est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais rajouter par rapport à ce qu'on vient de dire? Mais je pense que, oui en fait, ça va être une invitation, de chacun à se demander peut-être quel rapport il a aujourd'hui, quelle vision il a du marketing et se demander d'où ça vient. Peut-être que ça vient de mauvaises expériences parce qu'à un moment donné, je pense qu'on se trompe de combat quand on est dans le combat du marketing. Ce qu'on combat en réalité, ce sont les arnaques, Mhm. ce sont les abus, ce sont les gens qui nous ont trompés, par des beaux discours et cetera et j'en parlais hier avec une spécialiste, de la thérapie autour des entrepreneurs. C'est très souvent, cette colère, elle vient très souvent d'une relation à soi et notamment du fait qu'on s'en veuille de s'être fait avoir, de s'être fait attraper comme ça. Ouais, ouais. Et donc, mon invitation, elle serait peut-être dans le fait de regarder, aujourd'hui dans quel moment, en fait, je suis naturellement en train de me marketer en, choisissant les mots que je vais utiliser, en choisissant, les habits que je vais porter, en, prenant une décision de faire ou de ne pas faire et peut-être en faisant de prendre le temps de remarquer quand est-ce que, je vais adapter mon discours à telle ou telle personne et qu'en fait, on se rende compte qu'on est en permanence en train de le faire et que là-dedans, on peut choisir de l'appeler comme on veut, mais on a le droit aussi de choisir de l'appeler marketing. Et qu'à partir de ça, voilà, cette invitation, c'est simplement de prendre le temps de ça et de se dire: «Et là, si ça, je savais mieux le faire, imaginez tout ce que je pourrais, obtenir de différent et à quel point je pourrais parfois gagner vraiment pas mal de temps». Ouais. Et pour ceux qui aimeraient explorer, alors pour le coup, vraiment un peu plus le marketing en tant que tel, Ouais, tu as une activité qui s'appelle marketing mentaliste. tout à fait. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais, alors là, on est vraiment dans le marketing du marketing. Là, On c'est sait pour ceux jamais, il y a qui, peut-être quelques auditeurs qui sont intéressés par le sujet tout à pur et fait. dur. Tout à fait. Bah, si vous avez effectivement un business vous-même ou que vous êtes dans l'envie d'en développer un, ça peut toujours être utile, évidemment. Ma promesse, c'est que en rentrant là-dedans,
vous ne pouvez pas deviner l'image du marketing à laquelle vous allez être soumis. C'est que vous pouvez vous éloigner de toutes les idées reçues que vous avez. Vous pourrez avoir n'importe quelle image à la fin, mais pas celle que vous aviez au départ. C'est vraiment ça ma promesse. Pour dire quelques mots, c'est simplement le fait de diffuser plus largement cette vision autre du marketing, cette vision d'un marketing plus d'alliance que de confrontation, plus d'authenticité que de séduction, et de faire en sorte de partager cette vision avec un maximum de gens et même de la transmettre en formant des gens. Et voilà, c'est un chemin différent, c'est en tout cas que j'essaye de rendre différent tout le temps. Et évidemment, chacun est le bienvenu pour pas forcément y adhérer, mais en tout cas se faire sa propre opinion. Super. Bah écoute, le jour où ton livre sort, je mettrai le lien vers ton livre dans l'article. Et Avec puis, grand plaisir. à quelle adresse est-ce qu'on peut retrouver ton activité de marketing mentaliste, justement? HTTPS, voilà, bienvenue sur le web, deux points slash slash, ça c'est normal pour l'instant, et ensuite marketing-mentaliste à l'américaine sans le Ouais, e.com. Voilà. super. Bah écoute, merci beaucoup Bertrand, c'était passionnant. Merci Je beaucoup, pense Aline. que l'histoire de l'intention par rapport à la lecture, c'est vraiment quelque chose de clé. J'espère que bah, ça pourra aider certains des auditeurs à mieux lire et à lire différemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont encore là malgré le fait qu'on ait parlé marketing comme ça Ah, c'était tout à pendant la fin, ça va. en tout cas, ouais, merci beaucoup et j'espère que ça vous a aidé au maximum. Eh ben écoute, merci et puis à bientôt. À très vite. Ciao, Aline. Alors, félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce podcast qui parle de marketing. Bon, vous avez pu voir que le marketing, comme le dit Bertrand, c'est une véritable pédagogie du quotidien qui est applicable à toutes sortes de situations et pas seulement au commerce. Donc pour résumer les conseils de Bertrand au sujet de la lecture, voilà quelques points importants. On peut lire un livre, peu importe son contenu, en ayant au préalable formulé une ou des questions auxquelles nous cherchons une réponse. Donc l'important, c'est de formuler une intention de lecture. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que ça programme notre cerveau à se focaliser sur ce qui est important pour nous, à trouver des réponses à nos questions, et ça active la créativité de notre cerveau. Bertrand nous a dit aussi qu'on pouvait simplement lire la table des matières, le résumé du livre, ou simplement le feuilleter, et ça permet déjà d'enclencher notre créativité en tombant sur certains mots ou certaines phrases, et déjà nous mettre sur de nouvelles pistes en rapport avec notre questionnement. Et le dernier point, on peut appliquer le principe du triple gagnant en offrant le livre une fois lu à un de nos proches ou le déposer dans l'espace public avec une petite prescription de lecture à destination d'un inconnu qui tomberait dessus. Grâce à ces conseils, on modifie positivement l'effet que notre lecture a sur nous en la rendant plus riche que si c'était simplement une activité récréative. Si vous désirez développer cette approche de la lecture, je vous invite à télécharger mon guide des 7 étapes de la lecture consciente, où je vous montre comment développer votre lecture, notamment grâce à votre intention. Et si l'approche de Bertrand vous intéresse, si vous avez envie de creuser le sujet du marketing, alors je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Marketing Mentaliste en suivant le lien qui est présent dans l'article. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Des livres pour cheminer. Merci à Bertrand de nous avoir accordé ce moment et à tout bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.